docteur Gilles Dautin sur chirurgien, la deuxième victime d'un contentieux médico-légal. Oups, c'est comme ça qu'on avance. Donc, Madame la Présidente, Messieurs les passes-présidents, au premier rang desquels le professeur Jardet. Ah non, non, je ne suis pas encore passe-président. Là, vous Ah, m'avez dommage. enterré, il me reste quelques heures et j'en profite. Voilà. Veuillez m'excuser. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le professeur Koutane, chers amis académiciens, dans nos sociétés de droit, un individu s'estimant lésé compte à juste titre sur la justice pour obtenir réparation. En cas de contentieux médico-légal concernant un chirurgien, la victime met inévitablement en cause le geste du praticien et son obligation de moyens. Du fait de la longueur des procédures et du caractère singulier de la relation médecin-malade, cette mise en cause est largement préjudiciable au chirurgien qui devient la deuxième victime. Dans les cas extrêmes, des suicides peuvent survenir au cours de l'instruction préalable, mais toujours il y a un stress récurrent et au minimum une incompréhension totale. Après une conversation informelle sur le sujet, le responsable de la commission expertise de notre collège m'avait demandé début 2004 une intervention pour nos collègues lors de notre congrès. Je l'ai fait avec la collaboration d'une avocate spécialisée dans le médico-légal, également sensible à cette situation et par ailleurs distinguée dans le classement du point. Elle m'a dit que une mise en cause n'est pas une sanction. Ça a été dit tout à l'heure, les principales mises en cause sont des réclamations amiables, des saisines de commissions d'indemnisation. Elles peuvent être également civiles, 18%, moins fréquemment ordinales ou pénales. Les spécialités qui présentent la sinistralité la plus élevée sont la chirurgie viscérale, la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique. L'obstétrique, qui est ma spécialité, a une sinistralité plus faible, mais marquée par l'évaluation des préjudices la plus élevée, correspondant à des dédommagements considérables, 8 à 12 millions d'euros, et parfois, dans certains cas, des indemnités stratosphériques que les compagnies d'assurance sont incapables de payer. Les craintes associées aux procédures. Procédure civile, réparation exclusivement financière du dommage à la charge de l'assureur. Pénale, une sanction personnelle, ça a été dit aussi, amende, emprisonnement, interdiction d'exercer, et des mesures d'instruction toujours très pénibles. Garde à vue, audition de témoins assistés, mise en examen, ça a été dit aussi. Procédure ordinale, qui entraîne habituellement des sanctions personnelles, blâme, interdiction d'exercer, provisoire ou définitive, voire radiation. Face à cette mise en cause, le chirurgien peut avoir différentes réactivités. Les cas extrêmes, j'en ai parlé. La MACSF, pour laquelle je travaille, a rassemblé 3 suicides de chirurgiens dans l'instruction préalable à l'expertise. Et Maître Tamburini, dont je vous parlais, a eu dans son cabinet un malaise cardiaque grave ayant entraîné hospitalisation dans un service de réanimation cardiologique et aussi un suicide d'un chirurgien. Plus généralement, dans la thèse de Magali Pilon, on retrouve sur 15 médecins 3 dépressions graves et 7 retentissements psychologiques sérieux au long cours. Habituellement, en entretien préalable à l'expertise, il y a toujours une incompréhension, du stress et parfois des pleurs. Beaucoup de chirurgiens décident d'arrêter leur activité après une expertise, qu'elle soit favorable ou non. Les répercussions de cette mise en cause, c'est un sentiment de culpabilité avec cette pesanteur du soupçon au long cours parce que les procédures sont extrêmement lentes, 5 ans en moyenne, mais souvent beaucoup plus, parfois 10 à 15 ans. Le retentissement d'une mise en cause.
C'est un bouleversement de l'identité médicale qui est perçu par éruption de l'appareil judiciaire dans la relation patient-médecin, soumise, comme ça a été dit, au secret. C'est une perte de l'estime de soi. L'identité et l'honneur du médecin semblent mis en question dans sa position de sachant, dans la rencontre d'une conscience et d'une confiance, avec perturbation du colloque singulier, mon médecin, mon malade, c'est très classique. Conscience de la violence de la mise en cause par le plaignant lui-même, qui évite en général ou refuse de se plaindre de son médecin traitant. Pourquoi un tel retentissement? Eh bien, le plus souvent, par confusion des différentes juridictions pénales, civiles, administratives, ordinales. Et c'est pas nul, perception d'une menace directe sur l'exercice professionnel. Interdiction d'exercice, déremboursement d'honoraires par les caisses de sécurité sociale, changement autoritaire de secteur d'activité libérale, crainte éventuellement d'une condamnation pénale ou de prison. Et pourquoi cette culpabilité a priori? Le mis en cause ressent une atteinte à l'honneur professionnel. A-t-il mis en œuvre l'obligation de moyens? A-t-il atteint au droit du malade? Information, consentement. On a vu que les magistrats sont de plus en plus sensibles à ces problèmes et identifient souvent un préjudice d'impréparation. Crainte du jugement des pairs, à qui on ne révèle pas une mise en cause. Et puis, atteinte à l'honneur personnel. En témoignent les révélations difficiles d'une mise en cause à l'entourage immédiat, en particulier au pénal, la femme, les enfants, les parents, etc. Ce sont des réactions similaires face aux avis anonymes en ligne. L'irréputation du chirurgien qui est maintenant fondamentale, sur laquelle se propagent des diffamations, des injures sur Facebook et Internet notamment. Pourtant, l'expertise n'est pas une sanction. Les suspicions provisoires sont exceptionnelles. La MACSF en 80, 33 condamnations sur 100 plaintes, ça a effectivement doublé en 2010. Et à titre personnel, sur 132 sinistres, j'en ai relevé 47 fautifs. En gynécologie, c'est le retard au diagnostic de cancer du sein ou le non-diagnostic de grossesse extra-utérine. En obstétrique, c'est la dystocie d'épaule, pourvoyeuse, comme vous le savez, d'une atteinte du plexus brachial. L'année dernière, dans cette académie, on a vu que 70% des magistrats suivent les conclusions des experts au civil et 90% au pénal. Les médecins mis en cause. Il y a les hypersensibles, hyperémotifs, qui ont le cœur à vif, qui ressentent sévèrement toutes les conséquences d'une expertise défavorable. Les écœurés, qui envisagent la cessation de leur activité professionnelle. D'autres envisagent aussi une médecine parapluie en multipliant tous les examens complémentaires inutiles ou une modification de leur mode d'exercice. Ceux que j'ai appelés, vous m'en pardonnerez, les croisés de leur bon droit, ils sont insupportables. Ils sollicitent souvent et interminablement les médecins assistants, les avocats et les compagnies d'assurance. Et surtout, ils se permettent de donner des leçons de médecine aux experts en cours d'expertise. Il y a hélas les indifférents. J'étais médecin hospitalier et eux-là, souvent, ne se présentent pas aux expertises et laissent leurs conseils les représenter. Les requérants. Une majorité des plaignants cherchent légitimement des réponses qu'ils n'ont pas obtenues à leur interrogation. Classiquement, c'est empêcher que cela se reproduise pour d'autres ou plus jamais cela. Mais il faut souligner la torture des plaintes tous azimuts auxquelles le mis en cause doit obligatoirement répondre. Au directeur d'établissement, lettre. De la clinique, lettre. Aux ordres départementaux, régionaux ou nationaux, lettre écrite. Aux agences régionales d'hospitalisation, lettre. Au ministre de la Santé, lettre motivée. Au président de la République, voire à Madame Macron. Aux médias, qui souvent abusent de la présomption de culpabilité. Et là, il y a impossibilité d'y répondre du fait du secret professionnel. Je voulais pointer devant vous les contentieux tendances. En particulier, ce fameux dilemme de l'endométriose. Excusez-moi, je suis gynécologue. 10% des femmes, c'est des symptômes très banaux, mais qu'il est difficile de rattacher au diagnostic, qui ne peut se passer des touchés pelviens
toucher rectal et vaginal qui sont toujours douloureux. Vous signalez les cas que vous connaissez bien, le professeur Émile D, qui depuis 4 à 5 ans se bagarre avec 32 plaintes, alors que c'est un grand spécialiste de l'endométriose. Et la semaine dernière, le conseil municipal de Paris a demandé sa suspension de consultant. Autre spécialiste de l'endométriose, très reconnu, le docteur Chrysoula Z, qui était secrétaire d'État d'Emmanuel Macron à la francophonie et qui se bagarre contre 3 plaintes pour viol. C'est mettre en lumière les violences des examens gynécologiques avec cette polémique autour des touchés pelviens qui aboutissent au fait que les étudiants en spécialité maintenant évitent les touchés pelviens qui sont pourtant indispensables. Les experts. Quel serment s'impose à l'expert? Hippocrate ou serment d'expert? Tout le problème est à l'accréditation des experts, dont vous savez qu'il est bien compliqué. Certains respectent les impératifs du contradictoire et savent synthétiser dans leurs mémos les déclarations séparées des parties. D'autres rédigent un commémoratif à partir des faits et ils interrogent les parties au fil de leur propre résumé qu'ils exposent en séance. C'est un biais qui accentue la pesanteur du soupçon. Merci. Le chirurgien est seul juridiquement responsable, ça a été dit. Mais son obligation de moyens, care, soigner, et non de résultats, pour tenter de guérir, se heurte parfois à un accident. Et cet accident est, dans 60% des cas, reconnu comme étant systémique, c'est-à-dire dépendant de l'organisation des soins. Contraint par cette organisation et ce système, le chirurgien peut avoir l'impression de payer pour les autres. Vous connaissez tous, le modèle du fromage suisse de Reason. Entre la possibilité et la réalisation d'un accident, il existe autant de pare-feux qui sont représentés par des tranches de gruyère, fromage notablement troué. L'accident survient quand tous les trous sont alignés et le chirurgien n'intervient que sur une des tranches de ce gruyère qui comprend des éléments politiques, de santé, des éléments d'organisation, de conditions de travail, d'équipe, du patient lui-même. Et dans les écrans pare-feu, j'aurais voulu signaler le problème du rendu numérique des examens complémentaires qui s'oppose à la classique correspondance habituelle et signaler aussi que dans 19% des cas, un cinquième, les contentieux concernent des services d'urgence où la responsabilité est nécessairement partagée. Les vertus d'une mise en cause, c'est la découverte du système judiciaire, le soutien d'une équipe, médecins conseils, avocats et assureurs, une prévention des risques en matière de traçabilité qui se sont largement développés ces dernières années avec le développement des réunions de morbidité et mortalité, des réunions de concertation disciplinaire qui sont autant d'écrans supplémentaires pour le chirurgien. Je voulais pointer les modifications des pratiques après expertise. Bon, bien sûr, concernant l'information, le consentement, topo. La traçabilité des documents d'information. Un de nos grands professeurs dans une quarantaine d'années, à l'Hôtel-Dieu de Paris, se permettait, lorsqu'il examinait une femme particulièrement jolie, de mettre en marge magnifique exemple d'anatomie féminine. Nanti de cet exemple, les internes, chefs de clinique, les stagiaires ne seront plus gênés pour mettre en marge, dans les années 70-80, C2L2, ce qui voulait dire con comme la Lune, BDP, bas de plafond, OH, alcoolique, etc., sans compter les jugements négatifs en ligne sur certaines communautés, les témoins de Jéhovah, les tziganes, les juifs, le fameux syndrome méditerranéen, etc. Pointer aussi ces dossiers, ça a été dit tout à l'heure, de procédures qui sont déclenchées par des déclarations intempestives de consultants après mise en cause, deuxième avis, haussement d'un sourcil,
commentaire négatif sur ce qui a été fait auparavant, ça suffit pour déclencher une plainte. J'aime bien cette image humoristique qui montre une sage-femme qui essaye de convaincre une patiente qui désirait une péridurale et qui ne l'a pas eue, que c'était parfaitement inutile, blablabla. Bla, 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 bla. Je terminerai par cette diapo. J'ai baptisé SOS, Save Our Surgeons, pardonnez l'anglicisme, en vous disant que vous pouvez oser suggérer de l'aide et je vous mets 3 adresses qui peuvent être utiles à chacun d'entre vous à proposer aux médecins mis en cause. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question qui va vous surprendre, mais quels sont vos liens avec Maître Tamburini? Pardon, Quels sont vos liens avec Maître Tamburini? je n'ai pas de lien Ben, douteux. tout est signé Tamburini. C'est Tigné Tamburini parce que j'avais fait cet exposé Ah, pour le Collège des gynécos avec elle. ah d'accord. Elle m'avait d'ailleurs promis qu'elle serait là aujourd'hui, Ah d'accord. mais elle vous Non, écoute. mais c'est une Elle est grande en, avocate, il elle n'y est a, en aucun ligne. problème qui fait beaucoup de responsabilités médicales, mais j'étais un peu surpris que tout soit signé Tamburini. Non, mais c'est vraiment une très grande avocate. Tout à fait, on la connaît, il n'y a pas de problème. Docteur Vincent, professeur Vincent. Je vous remercie de cette présentation très claire. Et le médecin victime, il n'y a pas que les chirurgiens, les médecins victimes sont une réalité aussi qui sont mis en cause. C'est pour ça que ça m'avait conduit en 2009-2010 de faire un DU sur prévention de l'erreur médicale. J'ai dû faire peur à mon doyen parce qu'au bout d'une année d'enseignement, il m'a dit: oh non, ça n'a pas beaucoup de succès. C'est vrai qu'on n'avait pas fait recette, mais il n'y avait pas beaucoup de publicité. Il m'a dit: ça coûte tellement cher d'entretenir des DU qui ne sont pas, qui rapportent pas, qu'il vaut mieux le terminer. Donc, il vaut mieux le supprimer. Donc, c'est ce qui a été fait. Et je trouve ça dommage parce qu'on rejoint, on analysait des dossiers avec des avocats, des dossiers jugés, etc. Enfin, puis après, il y avait des magistrats qui donnaient le parcours auquel on pouvait être exposé. Et puis après, des jeux de rôle à partir de situations. Et on rejoint ce que disait Yves Jacob tout à l'heure sur le patient difficile, etc. Comment, avec le transfert, le contre-transfert. Enfin, vous avez tout à fait raison d'insister sur ça. Et je suis à votre disposition. Docteur Jacob. Merci. Merci. Je voudrais féliciter notre collègue. Je trouvais que c'était extrêmement riche et puis surtout la force de l'impact de sa présentation. Je voudrais juste apporter une pierre. On a réalisé une enquête au sein des membres de la Société française de chirurgie de la main il y a un peu plus de 3 ans sur l'impact d'une expertise sur nos collègues. 65% des membres de toute la société interrogée ont dit qu'ils ont été impactés. On a analysé, on a demandé le détail. Et donc, ça va, on n'a pas eu de suicide. Mais il y a toujours eu un impact très important sur sa personnalité, mais surtout sur son activité professionnelle, où on ne fait plus certaines techniques, on ne voit plus certains patients, on ne fait plus d'urgence, etc. Donc, c'est extrêmement lourd. Je voudrais, mais c'est beaucoup plus trivial, dire qu'il y a aussi un impact, mais ce n'est pas négligeable, c'est que ça coûte un certain prix au chirurgien d'être, voilà, il est obligé de se déplacer, il est obligé de faire tous les documents pour l'assurance, il est obligé, etc. Donc, c'est quelque chose qui est lourd matériellement aussi, et il n'y a pas de honte à le dire. Et en dernier lieu, je voudrais faire une proposition, enfin une suggestion. Je pense qu'il serait peut-être utile qu'il y ait dans les établissements hospitaliers, les cliniques, qu'il y ait une cellule de prise en charge d'aide pour les chirurgiens qui vont être confrontés à une expertise avec des collègues qui ont une certaine expérience, etc. Un accompagnement, un soutien. Vu avec ce que vous nous avez dit, je pense que ça ne serait pas inutile qu'il y ait dans chaque établissement une prise en charge de nos collègues dans ces conditions. Oui, je vous remercie de cette intervention. Je pense qu'effectivement, on ne souligne pas assez le retentissement des expertises sur les médecins, mais beaucoup les chirurgiens dans cette affaire de préjudice médico-légal. 65%, vous avez vu? 65. Merci, je vais noter. J'ai le détail, ça peut vous intéresser. Mais je veux bien. Merci beaucoup.